Regardez bien cette image. Elle a quasiment fait le tour de la planète. Vous voyez, cet homme, c'est un Français. Il est heureux. Il exulte. Il a des larmes plein les yeux. Il crie. Il crie tellement que je n'ai pas pu réaliser son interview. Pourquoi ? Eh bien parce que son bébé, un bébé d'une demi-tonne, à 24 000 km/h, a percuté un gros caillou dans l'espace, un astéroïde de 160 mètres, après un voyage de 11 mois. Une performance remarquable. On va avoir l'occasion d'y revenir. Vous vous souvenez, de retour de vacances, je vous avais dit, faites très attention. Cette fin d'année 2022 va être très riche en événements spatiaux. Alors bien sûr, il y a l'énorme fusée lunaire Artemis qui joue un peu à cache-cache, dont le troisième tentative n'aura pas eu lieu. Pourquoi ? Les deux premières, les problèmes de fuite d'hydrogène. La troisième, c'est un problème de météo avec un ouragan. Et donc, de report en report, il faut faire très attention pour des raisons de sécurité, et puis de fiabilité, et puis de contraintes. Par exemple, les batteries risquent de sauvegarde, risquent de se décharger, et bien ça risque d'être reporté quasiment à l'année prochaine. Et d'ailleurs, à ce sujet, à Paris, s'est tenu le 73e congrès international de l'IAC. Ce congrès, c'est là où tout le Gotha qui s'occupe de l'espace se trouve réuni et on fait des bilans et puis on parle de nouveaux projets. Donc fort heureusement pour nous, c'était à Paris, ce qui nous a permis, il nous a donné, vous vous en souvenez, l'occasion de rencontrer, de faire une interview très amicale et très simple d'ailleurs de l'administrateur de la NASA, Bill Nelson. Et donc à ce propos, dans ce congrès, on parle de choses nouvelles, classiques, et puis les choses nouvelles. Et parmi les choses nouvelles, il y a ce qu'on appelle les start-up. C'est très à la mode, mais il y a beaucoup d'argent pour développer foisonnement, bouillonnement d'idées, dans lequel il sortira forcément quelque chose. Alors on a fait notre marché, si vous dites, on en a trouvé deux. Alors première, regardez, c'est cette image. Vous dites, attendez, oh, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cet engin ? Ben, cet engin, c'est presque, vous voyez, regardez, la Terre, elle est ronde, on est au-dessus de l'atmosphère, on est très haut, c'est un belvédère, là il y a des hommes en scaphandre à l'extérieur, et puis là il y a une cabine spatiale. En fait, vous avez bien compris, on est à la limite, j'oserais dire, non pas de l'espace, mais de l'atmosphère. Alors, la grande mode, on en parle bien sûr, c'est ce que l'on appelle l'espace ouvert, les vols, disons, ouverts au grand public, le vol suborbital ouvert au grand public. Et donc il y a eu des projets, vous vous souvenez, des réalisations, et puis il y a un pilote d'Air France, très sympathique, Arnaud Longobardi, qui présentait sur le stand du CNES ce projet que moi j'appellerais le belvédère de l'espace. Son idée, c'est la suivante. Il dit aller dans l'espace avec une fusée, c'est très cher et ça restera tout de même très très limité. Moi, il dit, en tant que pilote, on va monter très haut. On va monter plus haut. Lui, il est pilote d'Airbus A320, il a tout de même 18 000 de bord. On dit chapeau les gars, 18 000 heures, c'est pas mal. Et il dit, ben voilà, moi je vais proposer, avec une nouvelle race d'engins, de monter au-dessus de l'atmosphère. Le plus haut qu'on faisait, avec des passagers, c'était Concorde. Concorde était à 18 000 mètres. Et à 18 000 mètres, moi j'ai eu l'occasion de faire plusieurs vols, on s'apercevait que la Terre était ronde, on regardait par le hublot, d'ailleurs le hublot était tiède par le frottement de l'air, et puis le ciel était noir, même en plein jour, et on voyait les étoiles. Et donc c'était une vision insolite. Ben lui, il propose la même chose, il dit, moi je veux emmener des passagers, non pas avec une fusée, mais dans une cabine, vous la voyez, suspendu par 4 câbles à un ballon troposphérique. Et le ballon va emmener le tout à 35 000 mètres d'altitude, c'est-à-dire le double quasiment de Concorde. Et là, les 4 passagers et les 2 pilotes vont avoir une vue imprenable sur la Terre. Et qui plus est, revêtus de scaphandres, il faut qu'ils aient non pas la sensation d'apesanteur, parce qu'ils seront toujours en pesanteur, mais la sensation d'être dans le vide, si vous voulez. Et donc, voilà pourquoi, vous voyez, il y aura une espèce de belvédère, on fait une petite sortie, je voudrais dire pas dans l'espace, mais dans le vide, revêtu de scaphandre, comme un astronaute. Et donc, pendant 1 heure, ils vont
voir la Terre défiler, le paysage sous eux. Et puis après, eh bien, il a tout prévu. Eh bien, la cabine va être décrochée du ballon, va rentrer en vol plané, puis, avant d'atterrir, va déployer un parachute, une espèce de gros parapente, ça on sait faire, piloter s'il vous plaît, et la cabine, avec des petits trous, va venir se poser sur une piste. C'est normal, Arnaud est même un pilote d'Airbus A320. Voilà donc ce projet qui me semble extrêmement astucieux, 10 fois moins cher que les vols à l'aide de fusées, c'est-à-dire classiques, celui que vous avez vu déjà à la télévision. Et il estime le marché, parce que c'est une affaire de gros sous, il estime y a trouvé des crédits, et le marché à peu près à 1000 personnes capables de faire ce voyage, non pas dans l'espace, mais l'illusion d'être au-dessus de l'atmosphère. Alors parmi les autres innovations que l'on a vues à l'IAC, à la porte de Versailles à Paris, le bouillonnement d'idées, non plus de start-up, mais d'une grosse start-up, puisqu'il s'agit tout de même d'Ariane Group de taille internationale. Et vous avez bien compris que ce que l'on reproche à l'Europe spatiale, d'une manière générale, c'est deux ratages, si j'ose dire, dans le domaine spatial. Le premier, c'est de ne pas avoir développé les vols habités. L'Europe est incapable d'envoyer des hommes dans l'espace, sauf qu'on a eu recours tantôt aux Russes, tantôt aux Américains. Et puis, la deuxième chose, c'est de ne pas avoir cru aux réutilisables. Moi, je me souviens très bien que quand on parlait dans les conférences de SpaceX, je dis « Oh, SpaceX, oh là là, attendez, il connaît rien à l'espace, laissons voir, nous on lance, on satellite. » Le résultat, c'est que ça marche, et même très bien. Le réutilisable, avec la précision que l'on connaît, à telle enseigne qu'il a divisé par deux le coût d'accès à l'espace. Et donc, Ariane Group, qui ne voulait pas rester en dehors de cela, a fait la synthèse de deux choses. Elle a dit, vous voulez aller dans l'espace? Eh bien, on va développer une espèce de, une espèce de véhicule qui tient un peu de la cabine spatiale, de la navette, on va y revenir. Et le deuxième, pour propulser le tout, on va faire un étage de fusée réutilisable, enfin réutilisable, et qui va permettre des voyages, disons, au long cours, et que l'on va jucher au sommet de la nouvelle Ariane 6. Tel est donc le projet Suzy. Donc, Suzy, c'est d'abord un véhicule spatial pour 4-5 astronautes. Donc, qui est capable d'aller dans l'espace, qui est capable d'emmener des astronautes, mais qui est capable également d'emmener des charges utiles, qui est capable d'aller se docker, c'est-à-dire de s'amarrer à une station spatiale. Bref, cette espèce de couteau suisse dans l'espace, et puis bien sûr de revenir sur Terre. Alors, on peut viser d'abord ce qu'on appelle l'orbite basse, c'est-à-dire là où se trouve la station spatiale, c'est-à-dire 400 km, puis les orbites beaucoup plus hautes, qui sont au-delà de ce qu'on appelle les ceintures de Van Allen, c'est-à-dire les ceintures de rayonnement très dangereuses, donc il faut aller au-dessus, et que l'on appelle les orbites de parking, où là, on peut partir faire beaucoup plus loin parce qu'on dit que Suzy, là, que vous voyez, pourrait même aller tourner autour de la Lune. Telle est donc cette espèce de couteau suisse de l'espace, masse 25 tonnes, qu'Ariane 6, donc, pourrait bien lancer, peut ramener sur Terre 7 tonnes, donc la navette, elle ramenait 30 tonnes tout de même, la navette américaine, mais c'est tout de même pas négligeable, et puis de servir de bonne à tout faire dans l'espace, c'est-à-dire de redonner un second souffle et de rester dans la course au spatial du côté, j'oserais dire, enfin, européen. Revenons donc à ce que moi j'appellerais l'événement spatial de l'année, c'est incontestable, c'est-à-dire DART. DART, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire fléchette. Et oui, on a envoyé une sonde d'une demi-tonne à 24 000 km/h, après un voyage de 11 mois, pour aller percuter, mission suicide, un gros caillou, un caillou de 160 mètres, c'est pas négligeable tout de même, et qui s'appelle Dimorphos. Et ce petit caillou, en fait, il tourne en orbite
autour d'un gros caillou qui lui fait près de 800 mètres, qui est dit Dimos. Et donc on peut se poser la question, pourquoi avoir tapé dans le petit caillou pour voir quel va être l'effet, l'impact d'une sonde là-dessus, qui tout de même va impacter à 24 000 km/h, et non pas d'avoir visé le grand caillou. Alors en fait, on a choisi cet astéroïde parce que on veut faire un test de déviation dont une partie peut être observée depuis la Terre. Donc pour ça, comme les astéroïdes sont tout petits, il faut qu'ils passent très près de la Terre pour qu'on puisse les observer. Et comme le système qu'on a choisi, la technique qu'on a choisi pour les dévier, c'est d'envoyer un projectile à très haute vitesse, si on tape sur un astéroïde qui tourne autour du Soleil avec un projectile à très haute vitesse, comme la vitesse autour du Soleil est très, très rapide aussi, la déviation sera très lente, et donc le temps qu'on veuille la mesurer, on aura perdu l'astéroïde dans le champ des télescopes. Donc, vous l'avez bien compris, on a choisi de voir quel va être l'impact d'un objet lancé à très grande vitesse, d'un projectile, sur un astéroïde, de façon à lui communiquer de l'énergie, comme lorsque une voiture va s'écraser sur un mur, et de voir comment on va modifier sa trajectoire. C'est donc le but de cette opération DART. On l'a réalisé en simulation sur ordinateur. Maintenant, on va faire l'essai en grandeur nature. Il se trouve qu'on a 15% des astéroïdes qui sont des astéroïdes doubles, c'est-à-dire des mini-systèmes Terre-Lune, comme la Terre et la Lune. Sauf que là, la Terre, elle fait 800 mètres de diamètre, s'appelle Didymos, et la Lune s'appelle Dimorphos et fait seulement 160 mètres de diamètre. Et donc ce petit astéroïde va passer près de la Terre. Dimorphos, la petite lune, elle tourne en 12 heures autour de son corps principal, à une vitesse de seulement quelques dizaines de centimètres par seconde. Donc quand on envoie un projectile à 24 000 km/h sur une lune qui a une vitesse d'à peine 20 centimètres par seconde, la déviation de sa trajectoire autour du corps principal est quasiment instantanée. Et en fait, on va dévier au moins la petite lune, donc de sa période qui fait 12 heures, on va la perturber d'au moins 73 secondes, au minimum, hein, ça dépend exactement de sa structure, et ça, on peut l'observer avec les télescopes terrestres. Donc c'est pour ça qu'on a choisi ça, pouvoir mesurer rapidement avec les télescopes terrestres, même si on n'aura pas toute l'information, on n'aura que le changement du temps que la Lune met pour faire le tour autour de son corps, mais on n'aura pas le résultat précis, la taille du cratère, la quantité de déviation, et ça, on attendra la mission spatiale de l'Agence spatiale européenne, ERA. Donc, DART, formidable, bluffant, je veux dire. Je suis aussi enthousiaste que notre ami Patrick Michel, qui est l'un des auteurs. Il m'a confessé que ça fait tout de même 20 ans qu'il avait pensé à cette expérience, et qu'il avait proposé à l'Agence spatiale européenne, mais que l'Agence spatiale européenne, et notamment les Allemands, ne voulaient pas entendre parler du financement, et donc le projet a été abandonné, puis récupéré par la NASA, où la NASA avait un programme, justement, d'études des astéroïdes, puisqu'ils étaient chargés par l'ONU de faire l'inventaire des objets célestes dangereux, et donc cherchait une mission. Et là, Patrick Michel est arrivé avec son projet. On a dit, génial, allez hop. En 2 ans, on a construit la sonde, et puis elle a été lancée, et le résultat, vous l'avez vu comme nous à la télévision, c'est, j'oserais dire, bluffant. Bluffant d'autant plus que vous avez eu les images des caméras, vous avez eu les images d'un petit satellite, un CubeSat qui a été lancé, italien, et qui lui a filmé, vous voyez, quasiment vu de l'extérieur l'impact, et les images, c'était suivi par 10 télescopes au sol, où on voit le nuage de poussière. Et donc la question qu'on se pose, c'est que, ok, on va voir si on a modifié la trajectoire. Alors cette expérience, elle sert à vérifier si nous sommes capables, avec nos technologies, de dévier un astéroïde pour que le jour où un astéroïde nous arrivera dessus, et pour l'instant, heureusement, aucun des astéroïdes que nous connaissons ne nous menace, mais on sait que sur le long terme, ça se reproduira. On veut pouvoir avoir une méthode validée. Et la validation va dépendre de l'Agence spatiale européenne, hein, parce que c'est le résultat documenté va être fourni par cette mission ERA. Donc c'est vraiment une coopération internationale qui met en œuvre 2 agences spatiales, la NASA et l'ESA, et des scientifiques du monde entier, parce que le problème du risque d'impact est un problème mondial. Et donc notre idée, c'est d'avoir une méthode validée, avec en parallèle l'inventaire de tous les objets potentiellement dangereux. Tout ça pour que le jour où le risque se concrétise, et ça sera sur un long terme, on n'est pas à improviser. On veut offrir un plan robuste qui permet aux futures générations
de faire face à ce risque avec déjà des choses qu'on sait faire sans avoir à improviser. Enfin, vous l'avez compris, derrière tout cela, parce qu'il va y avoir une suite, forcément, ça va être de renouveler, à mon avis, l'expérience DART. C'est DART 1, on va faire DART 2, mais en tapant déjà sur un astéroïde beaucoup plus gros, pour voir dans l'avenir, lorsqu'un astéroïde risque de heurter la Terre, on va pouvoir envoyer, j'oserais dire, mobiliser une task force internationale et envoyer, en quelque sorte, un projectile dans sa direction pour le dévier de sa trajectoire. C'est donc, écoutez bien Patrick Michel, c'est donc, j'oserais dire, une grande mission à vocation internationale pour, j'oserais dire, sauver la Terre d'une catastrophe, qui est probabilité très faible, écoutez-le. Ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à dévier des objets qui ont une taille de l'ordre de 140 mètres, qui est le taille seuil pour que quand ça tombe, ça ait des effets à l'échelle d'une région ou d'un pays. Et on n'en connaît que 40%. Donc il y a 60% d'objets qu'on ne connaît pas. Alors il ne faut pas s'affoler non plus, les fréquences d'impact c'est à peu près tous les 10 000 ans. Mais malgré tout, c'est une inconnue. Et donc même si la fréquence d'impact est faible, les conséquences sont telles qu'il est quand même intéressant d'être prêt avant d'en avoir besoin. C'est qu'il vaut mieux être prêt avant d'en avoir besoin parce qu'ils sont multiparamètres, ils nécessitent une bonne connaissance technologique, une bonne connaissance scientifique, une bonne communication et une bonne façon d'avoir une réponse mondiale, coordonnée, politique, pas que quelqu'un décide par rapport à un autre. Et c'est tout ça qu'on est en train d'organiser, donc c'est la bonne nouvelle. Ça fait 20 ans qu'on organise, on n'est pas encore prêt. DART et ERA font partie de cette feuille de route qui nous permettra d'être prêts un jour. Fin donc de ce rendez-vous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ah, juste avant de nous quitter, vous savez que vous pouvez, et ça vous ferait très plaisir, vous voyez, abonnez-vous, vous cliquez, c'est facile, c'est gratuit, ça coûte rien. Et pour nous, ça nous encourage, on essaye d'améliorer sans arrêt ce produit, et surtout d'être toujours au plus près de l'actualité. Et donc, la grande actualité, je pense, à la fois pas scientifique, mais surtout technologique, économique, ce sont les économies d'énergie.